Bienvenue sur TechWeb. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons présenter le protocole HTTP qui permet le bon fonctionnement du service web, qui est l'un des services offerts sur Internet, comme nous l'avons présenté ou discuté lors de la dernière vidéo. Durant cette présentation, nous allons présenter le principe du protocole HTTP, les différentes requêtes HTTP ainsi que les entêtes qui peuvent être incluses dans ces requêtes-là. Nous présenterons également les réponses HTTP ainsi que leur entête et on finira la présentation ou bien la vidéo avec un petit peu de pratique. Donc le service web se base sur une architecture client-serveur. Nous avons déjà défini cette architecture lors de la dernière vidéo. Donc le client utilise un logiciel ou bien un programme qu'on appelle le navigateur web. Et ce programme-là va lui permettre d'accéder au service web, c'est-à-dire de pouvoir consulter des documents ou bien des pages web. Donc, comment cela fonctionne? Le client envoie une requête ou bien une demande au serveur en indiquant la page souhaitée. Ensuite, le serveur, lui aussi, de son côté, utilise un logiciel ou bien un programme. Généralement, on appelle ça soit un utilitaire ou bien plutôt on utilise le terme démo web comme l'utilitaire ou le programme Apache ou Apache. Donc cet utilitaire ou ce programme Apache écoute ou bien attend les requêtes des clients. À la réception d'une requête, ce programme-là, ou bien le serveur, va rechercher le document demandé. S'il le trouve, il sera retourné au client et cela représente une réponse. Donc l'architecture, elle se base ou bien elle est représentée par la figure suivante. Vous avez le client d'un côté et le serveur d'un autre. Il y a tout le temps un échange de requêtes et réponses. Pour assurer le bon fonctionnement de ce service web entre les clients et les serveurs, il faut un minimum de choses. Il faut tout d'abord un espace de nom global. Cela va nous permettre d'identifier les différentes pages web. Et pour ça, on utilise les URL. Donc, qu'on a déjà présenté lors de la dernière fois. Ils ont une forme générale. Donc, celui ou celle qui a une ambiguïté par rapport à ça, il peut retourner vers la vidéo précédente. Il faut aussi un protocole. Le protocole, il est très important. Donc, pour le service web, on va utiliser un protocole, plutôt c'est le protocole HTTP, c'est lui qui va assurer le transfert de ces requêtes et ces réponses entre les clients et les serveurs. Et il va nous falloir aussi quelque chose. En fait, c'est un langage de balise qui va nous permettre de décrire les documents hypertextes. C'est le langage HTML. Si vous voulez, au niveau le serveur, peu importe. Le serveur, il n'est pas obligé de comprendre ce langage HTML. Mais par contre, au niveau du navigateur client, il faut que ce programme-là, ou bien ce logiciel, ce navigateur, il faut qu'il soit capable de comprendre le langage HTML. Parce que les pages web ou bien les documents hypertextes au niveau du serveur, ils sont sauvegardés en utilisant ce langage-là. Et bien sûr, le HTML ne sera pas abordé durant cette présentation, mais lors de la prochaine présentation. Maintenant, le protocole HTTP. Donc, HTTP, vous connaissez peut-être ou supposez que c'est pas un nom, c'est pas le nom du protocole, c'est un acronyme. Donc, le nom, c'est Hypertext Transfer Protocol. Donc, comme je viens de le souligner, donc c'est un protocole qui assure le transfert de documents web. Donc, ça veut dire hypertexte, ça veut dire que ce sont des documents qui contiennent du texte et des liens hypertextes qui vont vous permettre d'aller, ou plutôt qui vont permettre aux clients ou bien aux visiteurs d'aller visiter d'autres documents en cliquant simplement sur ces liens-là. Donc, HTTP assure le transfert de documents web hypertextes identifiés par quoi? Par leur URL. Chaque page, elle est identifiée par une URL. Donc, HTTP assure ce transfert entre un client, bien les clients et les serveurs web.
Donc HTTP a été inventé par Berners-Lee en 89. Il y a eu bien sûr plusieurs versions. Donc la première version, c'était la version 0.9. Par la suite, il y a eu en 96 la version 1.0. Et après, il y a eu la version 1.1 qui est devenue un standard en 97. Puis ça a été modifié, cette version-là, elle a été modifiée vers les années 1999. Et récemment, il y a eu la nouvelle version de HTTP qui est 2.0. Elle est apparue en juin 2014 et c'est devenu un standard, ça veut dire que ça a été adopté en mai 2015. Pourquoi cette nouvelle version ou bien qu'est-ce qu'elle apporte cette nouvelle version? Ça va apporter forcément quelque chose de bénéfique pour le service web. Donc ça permet de réduire la latence. Donc nous allons, si on utilise HTTP 2.0, nous allons avoir des applications, bien des pages web beaucoup plus rapides. C'est-à-dire le chargement au niveau des navigateurs va être un petit peu amélioré. Cette version, elle est simple aussi et un petit peu plus robuste. Elle permet le multiplexage des requêtes et réponses, c'est-à-dire en envoyant une seule requête, on permettra, ou plutôt on aura la possibilité de récupérer plusieurs documents en même temps. Et aussi, ils ont intégré pour cette version la compression des entêtes HTTP. En fait, la compression va en quelque sorte impacter de façon indirecte la latence. Si vous compressez les entêtes, ça veut dire que les trames que vous allez envoyer vont avoir des tailles plus réduites et comme ça, vous allez réduire cette latence. Et bien sûr, il y a eu aussi une version sécurisée de HTTP. C'est le protocole HTTP Secure. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté, si vous voulez, une couche, un layer pour le chiffrement, authentification des requêtes et réponses échangées entre les clients et les serveurs. Durant cette présentation, nous n'allons pas aborder cette partie de chiffrement authentification. Les étudiants qui sont intéressés par ça, ils peuvent facilement trouver des documents qui vont dans ce sens-là. Sinon, normalement, l'année prochaine, en 4e année, vous aurez un module dont l'intitulé est cybersécurité et normalement, vous allez aborder tous les mécanismes qui permettent le chiffrement et l'authentification. Donc, HTTP, il utilise un protocole par défaut qui est le protocole 80 et HTTPS, le protocole utilisé par défaut, c'est le protocole 443. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la possibilité d'échanger ces protocoles, ces numéros de port, mais le standard veut que HTTP tourne sur 80. Si jamais un serveur web ne tourne pas ou plutôt n'écoute pas le port 80, il faut qu'il informe les visiteurs ou les clients afin qu'ils puissent ajouter ça au niveau des URL qu'ils envoient via les requêtes. Donc ça, c'est concernant des généralités sur le protocole HTTP. Maintenant, il y a une petite différence entre la version 2.0 et 1.0, mais elle n'est pas très importante pour la compréhension du principe du protocole lui-même. Donc, essayez de suivre avec moi cette figure. Là où vous avez une version HTTP 1.0, on dit que cette version-là, elle est totalement textuelle. Le protocole va envoyer du texte au serveur pour demander une page web ou bien un document web. Avec la version 2.0, ils ont essayé de, au lieu d'envoyer du texte directement, ils vont faire ce qu'on appelle une binarisation. Ils vont binariser tout ça et ils vont l'envoyer. Et quand ils binarisent par la suite, ils vont séparer tout ce qui est en tête, headers. Ça va être en haut de ce paquet-là. Et tout ce qui est data va être tout de suite après. Mais les deux parties sont binarisées. Donc, ils ont constaté que ça permettait un petit peu d'accélérer le transfert des trames, des frames. Et en quelque sorte, ça permettait de réduire la latence. Et d'un autre côté, ça permettait de repérer facilement le début et fin des trames HTTP.
Donc, c'est pratiquement la différence majeure qui existe entre 1.0 et 1.1 et 2.0. Donc, 1.1, il est vraiment sous forme texte. D'ailleurs, on dit que c'est un protocole texte ou textuel. Et 2.0, c'est un protocole binaire. La seule différence, comme je viens de le préciser, c'est que au lieu d'envoyer du texte comme ça en clair, on va le binariser et on va envoyer un ensemble d'octets en utilisant une trame, plutôt une partie de la trame pour tout ce qui est en tête et l'autre partie pour tout ce qui est donné. Donc, là maintenant, ce que je vais, d'ailleurs là, je le précise une deuxième fois que 1.1 est un protocole texte. En fait, c'est quoi? Ça veut dire que les requêtes est un ensemble de lignes qui vont être envoyées. Mais sinon, tout ce que je vais présenter, il est valable pour la version 1.1 et la version 2.0. Donc, les requêtes qui vont être envoyées, les requêtes HTTP, ce n'est en fin de compte qu'un ensemble de lignes. Donc, essayez de suivre ici cette figure-là. Je vais zoomer par la suite. Je vais décrire un petit peu le contenu et ensuite je vais zoomer. Donc, de quoi elle est composée une requête HTTP? Elle est recomposée d'abord d'une ligne de commande ou de requête. C'est cette partie-là. Ligne de commande ou bien de requête. Qu'est-ce qu'elle doit contenir cette ligne de commande? Elle doit contenir ou bien renseigner ou bien indiquer la méthode à appliquer par le serveur. Et aussi la cible ou le document web concerné, plus la version du protocole HTTP. Donc la première ligne là, on appelle ça la ligne de commande. Donc dans cette ligne, on doit préciser, donc je vais peut-être zoomer à ce moment-là. Voilà. Donc regardez, la ligne de commande, donc on doit préciser la méthode qui sera appliquée au niveau du serveur. On doit préciser le document, le document web qui est ciblé par cette méthode. Et on doit préciser la version du protocole. Donc ça, c'est la première ligne. Ensuite, il y aura un ensemble d'entêtes de la requête. Donc les entêtes, si vous voulez, ce sera quoi? C'est un ensemble de champs qui donne une description supplémentaire sur la requête et ou le client. Donc chaque champ sur une ligne, donc on va mettre le nom de l'entête ou bien le champ, 2 points, une valeur. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre au niveau de ces champs-là? On peut par exemple indiquer le navigateur utilisé, le système d'exploitation utilisé et plein d'autres choses qu'on verra tout de suite après. Maintenant, le corps de la réponse. Donc, je vais zoomer une autre fois pour que vous puissiez bien suivre ce diagramme. Donc, je répète, il y a la ligne de commande. Ensuite, il y a un ensemble d'entêtes ou de champs. Ensuite, il faut qu'il y ait une ligne vide qui va séparer cette partie en tête du corps de la requête. Et après la ligne vide, on mettra le corps de la requête qui contiendra, lui, les données si besoin, si c'est nécessaire. Par exemple, ici, le corps de la requête, c'est quoi? C'est un ensemble de lignes optionnelles. Ils ne sont pas tout le temps présents, permettant l'envoi de données par la méthode POST, par exemple, lorsqu'on souhaite envoyer un formulaire au serveur. Et on aura l'occasion de voir c'est quoi la méthode POST et on aura complètement une présentation, un cours concernant les formulaires et comment les construire et comment les envoyer au serveur. Donc, essayez de vous souvenir de ce diagramme-là. Donc, il représente le squelette ou la structure d'une requête. Vous avez la ligne de commande. Elle est composée de quoi? De la méthode qui sera appliquée au niveau du serveur, de la cible ou bien de l'URL du document web qui est concerné par cette méthode et de la version du protocole. Il faut bien indiquer la version du protocole, comme ça le serveur, il saura quelle version doit utiliser pour répondre au client. Et après cette ligne de commande, il va y avoir un ensemble de champs, un ensemble d'entêtes, donc le nom de l'entête de point, la valeur. Et après ça, il y aura une ligne vide et derrière, on mettra le corps de la requête. Souvent, c'est vide.
Souvent, c'est vide et on verra pourquoi. Mais des fois, on a besoin d'y mettre quelques données qui vont être envoyées au serveur. Donc ça, c'est pour la structure d'une requête. Première méthode que nous allons voir, il y a plusieurs méthodes définies par le protocole HTTP. La méthode la plus utilisée et la plus connue, c'est la méthode GET. En fait, elle permet à un client de demander un document web au serveur. Donc voici donc la méthode GET. Donc ça, c'est la ligne de commande. Si je reviens ici, donc c'est ça. Ça, c'est la ligne de commande qui est mentionnée ici. Donc il y a GET, il y a le nom du document qui est concerné par cette méthode et la version du protocole. Donc par exemple, lorsqu'un client clique sur un lien, son navigateur envoie une requête GET au serveur en spécifiant l'URL de la ressource demandée. Si le serveur peut satisfaire la demande, c'est-à-dire s'il a à sa possession le document qui est demandé. Par exemple ici, le client il demande coursweb.html. Si le serveur, ce serveur web, a à sa disposition ce document-là, il va le retourner. Mais s'il l'a pas, il ne pourra pas le retourner. Donc dans le cas où il l'a, ça veut dire qu'il peut satisfaire cette demande. Donc il va retourner une réponse qui a le code ou le statut. Code 200 OK est envoyé au navigateur ainsi que la ressource demandée. Nous allons voir par la suite comment ce sera structuré quand on abordera les réponses HTTP. Maintenant, si le serveur ne peut pas satisfaire cette demande, donc une erreur ou bien une réponse d'erreur est retournée au navigateur client. Donc ça, c'est la méthode GET. Elle permet de demander un document web au serveur. Donc avec la méthode GET, le client peut transmettre aussi des données via la ligne de commande. Je ne l'ai pas mentionné ici, mais tout de suite après, je vous donne une explication. Donc cependant, il faut ajouter les données qui sont sous forme d'un ensemble de variables à l'URL spécifique. Comment on ajoute ça? C'est de cette façon-là. Je ne l'ai pas mentionné ici sur la figure, mais c'est mentionné ici directement sur le slide. Donc on met GET, le nom du document web qui est demandé, point d'interrogation, le nom de la première variable égale sa valeur, le et commercial, le nom de la deuxième variable et sa valeur, et ainsi de suite. Et à la fin, il ne faut pas oublier de terminer avec http / et de préciser la version. Donc la liste des variables doit être séparée de l'URL par le point d'interrogation qui est ici, là. Et les variables sont séparées entre elles par le et commercial. Les données envoyées au serveur apparaissent en clair dans l'URL et ne peuvent dépasser une taille limite. Quand on envoie des variables via la méthode GET, on est un petit peu limité. On n'a pas le droit de dépasser 2000 caractères, ce qui correspond, je pense, à 2000 octets. Deuxième méthode la plus utilisée après GET, c'est la méthode POST. Elle est similaire à la méthode GET et nous allons voir la différence où est-ce qu'elle se résume. Les données sont envoyées via le corps de la requête et non pas l'URL. Donc POST aussi permet d'envoyer des données au serveur. Sauf que la différence est qu'au lieu de mettre les données comme ça au niveau de la ligne de commande, non. Maintenant, les données sont incluses dans le corps de la requête. Les données sont incluses dans le corps de la requête. C'est-à-dire, si je reviens à mon diagramme concernant, voilà, ici, les données vont être à ce niveau-là, au niveau du corps. D'accord? Donc ça, c'est la définition majeure avec GET. POST est généralement utilisé pour demander un traitement au serveur. Quand on souhaite récupérer un document web, on utilise GET souvent. Mais si on veut que le serveur effectue un traitement sur les données qu'on vient de lui envoyer, là on utilise POST. Donc le serveur retourne le résultat dans la requête, dans le corps d'une réponse, par exemple 200, c'est tout, c'est bien déroulé. Donc ici, j'ai schématisé un petit peu ça. Donc vous avez le client, il va envoyer la méthode POST, ça c'est la ligne de commande.
le document, non pas qui est en train de demander, mais le document, l'entité web qui va traiter les données envoyées dans le corps de poste. Donc le serveur, dès qu'il reçoit ça, il va faire le traitement nécessaire en utilisant ce document-là, traitement.php, sur les données qu'on vient de lui envoyer dans le corps de la requête post, et ensuite il va retourner le résultat. Dans le cas de problème, le serveur, bien sûr, retourne au client une réponse d'erreur. Troisième méthode qui est définie par HTTP, c'est put. Donc elle est similaire à post, sauf que elle va permettre d'envoyer des données au serveur. Et la différence avec post, vous allez me dire, c'est quoi? En fait, avec post, l'URL identifie la ressource qui traite les données sur le serveur. Maintenant, avec put, URL indique un programme ou un script. Pardon, ça c'est avec post. Donc je répète. Donc post, les données, avec post, l'URL identifie la ressource qui traite les données sur le serveur. Donc l'URL indique un programme ou un script, comme on vient de le voir juste avant. Traitement.php ici, c'est le nom de l'entité ou bien du document ou bien du script qui va faire un traitement sur les données qui sont envoyées dans le corps de poste. Maintenant, avec put, ce n'est pas le cas. Avec put, c'est quoi? L'URL que vous allez mettre ici va identifier le document qui va être mis à jour par les données que vous mettez dans le corps de put. Donc maintenant, l'URL indique le chemin et le nom d'un fichier sauvegardé sur le serveur. Le fichier est là, et sauvegardé, par exemple, dans ce cas-là, c'est fichier data.xml, il est là, et nous avons ajouté ou inclus des données dans le corps de put. Donc le serveur, dès qu'il reçoit cette requête put, donc il va savoir qu'il doit mettre à jour le fichier que vous avez indiqué ici avec les données qui sont dans le corps de la requête. Et bien sûr, toujours requête réponse. Le service web, il est basé sur l'architecture client-serveur où il y a tout le temps un échange requête-réponse. Donc dès que la mise à jour elle est effectuée, donc il va retourner un message 200 OK par exemple. Donc delete offre la possibilité au client de supprimer une ressource du serveur. Le client précise le chemin et le nom de la ressource à supprimer via l'URL de la ligne de commande et ce sera supprimé. Le serveur répond en indiquant si l'opération a réussi ou pas. Il est possible que le serveur retourne des données au client aussi, même après avoir supprimé un fichier ou le fichier qui a été mentionné. Option avec S. Elle est très intéressante cette requête-là, ou plutôt cette méthode. Elle permet à un client de se renseigner sur les capacités du serveur. Ça veut dire quoi? Je suis un client, j'envoie une requête post et le serveur va me retourner quelles sont les différentes méthodes qui sont supportées par ce serveur-là. Si le client précise une URL dans la ligne de commande, le serveur retourne les options possibles sur la ressource identifiée par cette URL. Moi ici j'ai mis une étoile. Ça veut dire que je n'ai pas mentionné d'URL. Ça veut dire que là je veux connaître les options, ou plutôt les méthodes et les opérations qui sont possibles sur la totalité des ressources, sur l'ensemble des ressources qui sont gérées par ce serveur-là. D'accord? Une autre méthode intéressante, c'est hid. Elle est quasi identique à get, excepté que la ressource demandée n'est pas retournée au client. Donc c'est pratiquement la même ligne de commande, juste ici à la place de hid get, mais par contre, si la ressource existe, le serveur retourne 200 OK comme réponse au client, mais par contre, ne retourne pas le fichier. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Ben, en fait, ça permet de vérifier l'existence d'une ressource sur le serveur. Et ça permet derrière, bien sûr, de ne pas gaspiller, consommer de la bande passante pour rien.
Et bien sûr, ici, dans ce cas, s'il n'y a pas de données retournées au niveau du client, ça veut dire que le serveur retourne une réponse avec un corps qui est vide. Voilà. Il y a aussi, ou bien également, la méthode trace. Donc, sollicite le serveur pour qu'il retourne au client les en-têtes de la requête reçue dans le corps de la réponse. En fait, quand vous allez utiliser cette méthode trace, comme si le serveur web final devient un miroir. Vous lui envoyez une requête trace, il va vous retourner une réponse dans laquelle il va mettre l'ensemble des en-têtes qu'il a reçues dans la requête trace. Quel est l'intérêt? C'est une bonne question. Pourquoi faire ça ou pourquoi avoir créé cette méthode? En fait, le retour de ces en-têtes permet d'analyser la route entre le client et le serveur. Si jamais il y a des passerelles ou bien des proxys entre le client et le serveur, le client va pouvoir les détecter. Comment? Parce que tout simplement, les serveurs intermédiaires, ils ont tendance à ajouter des en-têtes dans les requêtes qui passent par eux. Donc, par exemple, ici, regardez, j'ai mis ici plus. Regardez cette requête, elle vient de ce client, elle part. Normalement, elle est destinée à ce serveur-là. Mais comme il y a un serveur intermédiaire, donc elle va faire un petit détour par ce serveur intermédiaire. Et ce serveur va ajouter d'autres en-têtes. Arrivé au niveau du serveur web final, donc celui-ci, il identifie que la méthode c'est trace, ça veut dire qu'il va retourner l'ensemble des en-têtes reçues. Donc les en-têtes vont retourner ici et retourner au niveau du client. Le client, il va vérifier. Est-ce que la liste ou l'ensemble des en-têtes reçues dans la réponse, ils sont identiques? Est-ce que lui, il a ajouté ou défini dans sa méthode ou sa requête trace? Si c'est identique, ça veut dire que probablement il n'y a pas de serveur intermédiaire, ou s'il y en avait un, il n'a absolument rien ajouté. S'il trouve qu'il y a eu des en-têtes supplémentaires qui ne correspondent pas à ce que lui il a mis juste à l'envoi de la méthode ou la requête trace, ça veut dire que forcément il y a au moins un serveur intermédiaire qui a modifié l'en-tête. Voilà, ça sert à quoi? La méthode trace. Maintenant, nous allons voir un petit peu le détail de ces en-têtes. Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Donc, il y a beaucoup de champs, beaucoup d'en-têtes. Nous allons ici aborder juste peut-être les plus intéressants pour nous, mais sans entrer vraiment dans le détail du détail. Premier champ, par exemple, accept. Ce champ donne la possibilité au client d'indiquer quel type de contenu accepte-t-il dans le corps des réponses envoyées. C'est-à-dire le client il va envoyer une requête et dans cette requête, il va préciser ce champ-là ou cette en-tête accepte. Le serveur, quand il reçoit sa requête, en lisant ce champ-là, le contenu de ce champ-là qu'on va décrire juste maintenant, il va comprendre à quoi le client il s'attend comme type de contenu. Donc, par exemple, ici, accept définit une liste de types de contenu séparés par des virgules. Vous voyez, il y a des virgules. Il y a des virgules. Là. Je ne parle pas des points-virgules. Il y a des virgules là. Chaque type peut être associé à un facteur de qualité, Q, traduisant la préférence relative du client. Si je prends cette ligne-là, ça veut dire que le client il a une préférence qui est égale à 0,5 pour un contenu de type texte plain, que du texte. En quelque sorte, ça veut dire que du texte. Plain, ça veut dire que du texte. Ok, du texte natif si vous voulez. Et il a une préférence de 0,8 pour du texte, mais qui contient aussi x-dvi. Et ici, il n'a rien mentionné les clients pour tout ce qui est texte, mais qui est de type HTML. Donc ce facteur de préférence, Q, il varie de 0 à 1. Les types n'ayant pas de facteur mentionné, cela veut dire que leur facteur de préférence est égal à 1. Ça veut dire ici, je n'ai pas mentionné de facteur de préférence, ça veut dire que les clients, ils préfèrent fortement recevoir du texte en format HTML.
Ainsi, dans l'exemple là, je ne fais que détailler cet exemple. Ça veut dire que TextPlain préférence égale 0,5, texte HTML préférence égale à 1, parce que rien n'a été mentionné. Et le dernier type de contenu, il a une préférence de 0,8. Et nous allons voir par la suite comment le serveur va y répondre dans la réponse à cette en-tête ou bien à ce champ-là. Un autre champ, accept char7, permet au client de préciser au serveur sa préférence pour le jeu de caractères utilisé pour l'encodage du contenu. La même chose, une liste de jeux de caractères est donnée, ainsi que leurs facteurs de qualité. Par exemple, ici, le client indique sa préférence pour le jeu de caractères Unicode, donc il n'a pas précisé de facteur de préférence, ça veut dire Unicode sans Q est égal à 1, préférence égale à 1. Et par contre, étoile égale, le facteur de préférence égale 0,8, ça veut dire que étoile, peu importe le format, peu importe le jeu de caractères. Donc il indique aussi qu'il accepte tout autre type d'encodage étoile avec une préférence relative de 0,8. Accept encoding, liste les encodages acceptés par le client. Accept encoding, ici, en fait, nous allons indiquer au serveur est-ce que les données qui vont être envoyées vont être compressées ou pas. S'ils sont compressés, avec quel algorithme de compressage de préférence seront compressés. Donc, le client précise sa préférence pour un format compressé de Unix Compress, ensuite le format gzip. Par exemple, ici, Compress, préférence égale à 8. Pour gzip, donc préférence égale à 0,9 et Identity, préférence égale à 0,8. Si ces formats ne sont pas supportés par le serveur, l'encodage Identity peut être utilisé. Si jamais vous ne mentionnez pas Identity et vous mettez que Compress et gzip et le serveur ne supporte pas ces deux modes ou ces deux algorithmes de compression, donc il va utiliser par défaut Identity. Donc voici un petit tableau qui résume un petit peu les différents encodages qui existent ou les différents algorithmes avec une petite description pour chaque mode de compressage ou bien chaque algorithme de compression. Un autre champ, c'est Accept Language. Laisse au client la possibilité de renseigner sa préférence pour la langue des réponses. Donc la même chose, par exemple ici, le client indique sa préférence pour l'onglet américain avec une préférence égale à 1 puisqu'il n'a mentionné aucune valeur pour le facteur de préférence Q et une préférence qui est égale à 0,8 pour l'onglet britannique. Vous avez aussi le champ From pour que le client renseigne son adresse mail. Vous avez Host. Host est très important. Permet de préciser le nom du domaine du serveur ou plutôt du site web concerné par la requête. En fait, il est possible d'héberger plusieurs domaines. Par exemple, entreprise A.dz et entreprise B.dz sur un même serveur physique. Et du coup, comment le serveur va-t-il déterminer à qui est destinée réellement la requête? Parce que le serveur, il aura la même adresse IP publique, mais par contre, il héberge plusieurs domaine. Donc il faut toujours ajouter le champ host afin que le serveur il puisse savoir que ce que vous êtes en train de lui demander, il appartient au domaine par exemple entreprise A.dz ou bien au domaine entreprise B.dz. Donc là je donne seulement une explication. Avec l'introduction du champ host, le serveur peut satisfaire sans ambiguïté la requête du client. Ça, il y avait un problème avec l'ajout de ce champ-là, mais par la suite, il n'y avait plus d'ambiguïté au niveau du serveur web. Honnêtement, je ne me souviens pas quelle est la version à partir de laquelle on a ajouté ce champ-là, mais vous pouvez trouver ça facilement en faisant une petite recherche. User-agent indique la signature du navigateur web du client comme le nom du programme ainsi que sa version. Donc vous allez voir par la suite lors de la phase pratique quelles sont les informations qui vont être
mentionné ou défini au niveau de ce champ. Referee, il est très important, il est très intéressant. C'est un champ qui indique au serveur où le client a récupéré l'URL présente dans la requête. Referee. Par exemple, si un client clique sur un lien se trouvant sur une page, alors le serveur déterminera l'URL de cette page grâce à l'entête referee. Et je vais vous donner un exemple de ça à la fin. Je peux le décrire là maintenant. Imaginez que je suis sur Google par exemple, j'ai lancé une recherche, j'ai eu une liste de résultats et par la suite j'ai cliqué sur un des liens qui me propose. Donc en cliquant sur le lien, votre navigateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une méthode get au lien, bien l'URL sur lequel vous venez de cliquer. Et comme vous êtes sur Google, donc votre navigateur va rajouter le champ referee dans lequel il va mettre la valeur www.google.com. C'est-à-dire le serveur qui va recevoir votre requête, il va voir ou lire ce champ-là referee, il va comprendre que juste avant que vous lui envoyez une requête, vous avez trouvé le lien sur google.com par exemple. Et ça peut être intéressant pour certains serveurs web pour faire des statistiques ou des analyses de trafic. Le client peut introduire dans la requête aussi ce qu'on appelle les cookies. Bien un cookie précédemment envoyé par un serveur afin que ce dernier personnalise sa réponse. Vous avez sûrement une fois ou peut-être plusieurs fois eu un message vous demandant est-ce que vous acceptiez que les cookies soient sauvegardés sur ou bien au niveau de votre navigateur ou sur votre machine locale. Donc en fait c'est ça. Le cookie sert à quoi? Le serveur vous envoie un cookie dans lequel il va mettre certains types d'informations vous concernant et la prochaine fois que votre navigateur va envoyer une requête vers ce serveur là, il va voir est-ce qu'il a un cookie qui lui a été déjà précédemment envoyé par le serveur. S'il le trouve, il va le rajouter au niveau des entêtes de la requête HTTP et il sera retourné au serveur. Le serveur, il aura la possibilité, comme ça, de vous personnaliser un petit peu la réponse ou bien il va se dire cette requête, elle vient d'un client que je lui ai déjà envoyé un cookie. Et nous allons voir peut-être un petit exemple de ça. Sinon, nous aurons l'occasion de voir ça en détail l'année prochaine quand on abordera la programmation back-end. Le cookie peut lister un comme plusieurs cookies à la fois. Donc ça, c'est le champ l'entête. Il sera de cette forme-là. Ça, c'est le nom, par exemple, du cookie avec sa valeur. Ça aussi, c'est le nom avec sa valeur. Maintenant, nous allons présenter la structure des réponses. Donc, c'est pratiquement la même que celle des requêtes. Les réponses sont aussi basées sur du texte pour la version 1.1. Sinon, la version 2.0, tout a été un petit peu binarisé. Donc, c'est pratiquement la même structure. Sauf qu'il y a un petit peu les noms qui changent. Par exemple, pour les requêtes ou la requête, là, c'était la ligne de commande. Là, maintenant, pour les réponses, c'est la ligne de statut. Donc, les réponses HTTP sont constituées d'un ensemble de lignes, Une ligne de statut rappelle la version du protocole utilisé et l'état du traitement de la requête qui est représenté par un code de réponse, suivi d'une description. Donc, la ligne de statut, c'est la version du protocole utilisé pour l'envoi de cette réponse, un code réponse et une petite description. Ensuite, vous allez avoir un ensemble d'entêtes, donc représenté par un ensemble de lignes facultatives. Facultatif, ça veut dire optionnel. Vous n'êtes pas obligé de les mentionner. Donc, il donne une description supplémentaire sur la réponse et ou le serveur. Chaque ligne est composée d'un nom identifiant un en-tête suivi de 2 points. Bien sûr, c'est comme pour les requêtes. Et de la valeur de l'en-tête. Ensuite, le corps de la réponse. Avant de positionner le corps de la réponse, il y a toujours une ligne vide. Ce qui permet de séparer la partie en-tête de la partie corps. Et bien sûr, le corps, il contient toujours le document web demandé
mais cela dépendra des requêtes. Si vous envoyez une requête GET au serveur, forcément, la réponse, si jamais la requête s'est exécutée correctement, donc le corps de la réponse contiendra le document web ou la page web que vous venez de demander. Maintenant, pour les codes qui sont mentionnés ici, vous les connaissez un petit peu déjà ou vous avez déjà eu à les voir au moins un ou deux. Donc on appelle ça code d'état ou bien status code en anglais. Donc ça permet de donner une information sur le déroulement du traitement de la requête. Il y a 5 catégories ou 5 classes de code d'état. Vous avez la première classe 1XX, ça veut dire les XX vont être remplacés par des numéros par la suite. Donc la famille ou la classe 1XX, donc ça permet de notifier, d'envoyer ou de retourner une information. La classe 2XX, donc ça veut dire succès, la requête a été correctement reçue, interprétée et exécutée. La classe 3, cela veut dire une redirection, signale que la ressource demandée n'est pas à l'emplacement indiqué dans la requête par exemple. La classe 4 indique qu'il y a eu une erreur de la part du client. La requête présente ou contient au moins une erreur de forme et donc elle ne peut pas être satisfaite, cette requête, par le serveur. Et 5XX, ça veut dire que l'erreur, elle vient du côté serveur. La requête, elle est valide, mais le serveur ne peut la satisfaire pour X raisons. Voici un tableau qui donne un petit peu le détail de ces classes-là. Donc, vous avez la première classe d'information. Donc, ça peut être 100 ou bien 101. Et chaque code, il a sa propre signification. Par exemple, vous connaissez très bien le code 200. Donc, la description ou les messages, il sera à ce niveau-là. Description. Donc, ce sera ce qui est au niveau de la colonne message ici. Donc, ce sera OK. Donc, ça veut dire que la requête, elle a été satisfaite, exécutée sans problème. Par exemple, 201 created signale la création, la mise à jour d'un fichier suite à la réception d'une requête put, par exemple. Vous avez, par exemple, ce que vous connaissez très bien, c'est 404 not found. Donc, impossible de trouver la ressource demandée. Donc, vous avez ici le détail des 5 catégories de codes d'état avec les différentes valeurs des codes qui sont définis par le protocole HTTP. Il se peut qu'il y en a d'autres, mais j'ai essayé de ne pas être trop exhaustif. J'ai récupéré, ou plutôt j'ai mis ici dans ce tableau uniquement l'essentiel des codes d'état. Donc je vous invite à aller voir un petit peu en détail si vous voulez, au moins de comprendre un petit peu la signification de chacun des codes. Maintenant, nous allons aborder ou présenter quelques entêtes qui vont être introduites par le serveur dans la réponse HTTP. Par exemple, Content Encoding spécifie quel encodage est utilisé par le serveur pour compresser le corps de sa réponse. Il est utile de préciser que le serveur choisit un des encodages listés dans l'entête, Accept Encoding, de la requête. Un des encodages acceptés par le navigateur client. Si vous vous rappelez tout à l'heure, nous avons présenté cette entête-là, ou ce champ-là, Accept Encoding, de la façon suivante. Une liste de différentes méthodes de compression ou différents types d'encodage et avec des préférences. En fait, le serveur maintenant, puisqu'il va retourner une réponse, donc il va choisir parmi tous ces types d'encodage. Par exemple, ici, dans cet exemple-là, ou bien sûr ce slide, j'ai indiqué que le serveur, il a choisi la méthode gzip. D'accord? Donc, le serveur ne va pas retourner une liste. Non, il va retourner uniquement la méthode d'encodage qu'il a choisi pour encoder la réponse. Et donc, le navigateur client, quand il va recevoir ce champ-là, il va savoir que pour pouvoir décompresser, si vous voulez, ou décoder correctement les données retournées par le serveur, il doit utiliser le protocole ou bien la méthode gzip. La même chose ici, Content Language identifie le langage naturel des données envoyées dans le corps de la réponse. Donc ici, Content-Language ne contient pas une liste maintenant, mais contient
un seul langage naturel. Content-length renseigne la taille du corps de la réponse en octet. Ça c'est clair. Content type identifie le type MIME du corps de la réponse, c'est-à-dire la ressource. Tout à l'heure, vous vous rappelez, il y avait accept type, je crois. Je me souviens pas très bien, mais on peut vérifier ça. Je vous laisse le soin de le vérifier d'ailleurs. Donc là, le serveur il a choisi d'utiliser le type texte. Ça c'est plain normalement. J'ai oublié ici un L. Donc il a choisi d'utiliser ce type-là pour retourner la réponse. Il y a aussi un autre champ qui est obligatoire dans les réponses HTTP et facultatif dans les requêtes, c'est le champ ou l'entête date. Date indique la date du début de transfert des données. Et donc ça permettra à l'utilisateur, plutôt au navigateur de l'utilisateur, bien du client, de voir est-ce que la date elle est logique par rapport à la date d'envoi de la requête ou pas. Serveur est l'équivalent de l'entête user-agent via lequel le serveur peut indiquer ses caractéristiques. Souvent, cette entête est volontairement mal renseignée et cela pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire le serveur n'a pas de raison et d'intérêt à indiquer par exemple quel système d'exploitation il utilise, quelle est la version des programmes qu'il utilise, tout simplement parce que un hacker ou bien un pirate ou bien un utilisateur malveillant peut exploiter ces informations pour rechercher s'il existe des failles au niveau de ces programmes et ça va lui permettre par la suite d'attaquer le serveur. Donc les serveurs généralement ils vont vous retourner ce champ-là serveur, mais les informations que vous allez trouver sont complètement erronées et fausses. Ils vont vous retourner, si vous voulez, n'importe quoi. Et ça, c'est pour des raisons de sécurité. Ils vont pas dire qu'est-ce qu'ils utilisent réellement. On va pouvoir aussi retrouver cette cookie au niveau des réponses serveurs. Ça permet de joindre des cookies à une réponse. Donc, ce champ-là, il indique le nom du cookie, sa valeur, sa date d'expiration, le domaine d'où il est envoyé, ainsi que d'autres informations comme ça, par exemple. Donc, par exemple, sur le premier exemple, la première forme, on a juste le nom du cookie et sa valeur. Deuxième forme, on a rajouté une date d'expiration. Et sur la troisième forme, par exemple, on a ajouté le domaine d'où il est envoyé ce cookie. Donc le cookie, on peut l'apercevoir ici au niveau de cette capture des entêtes de la réponse. Il est là. Donc ça veut dire le serveur auquel on vient d'accéder, il nous retourne le cookie qui a ce nom-là, ASP.NET_session ID égale. Et là, c'est la valeur du cookie. Le path, ça veut dire que ce cookie-là, il est défini sur le chemin slash, ça veut dire tous les documents hébergés sur le serveur web. Il indique aussi qu'il utilise HTTP only et d'autres informations. Le détail de ces différentes informations, on aura la chance de les aborder l'année prochaine, Inch'Allah. Donc ça, c'est seulement un autre exemple de cette cookie. Et là, nous allons passer à un petit peu de pratique. Donc voilà, là maintenant, j'ai lancé mon navigateur web. Par exemple, vous pouvez choisir ce que vous voulez, Google Chrome ou bien Firefox. Là, je vais essayer de consulter. Avant de faire ça, je vais plutôt peut-être afficher ou lancer l'inspecteur. Plutôt les outils de développement de pas de Firefox, de Google Chrome. Ce qui m'intéresse moi, c'est tout ce qui est network. Voilà. Donc là, je vais mettre par exemple www.ientetic.dz, donc l'URL que je demande. Donc lorsque je vais appuyer sur entrée là, donc le navigateur va envoyer une méthode get.
au serveur. Donc, où est-ce qu'on peut voir le détail de tout ça ici? Est-ce que c'est... ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Voilà. Donc, remarquez ici, il y a name. Donc, vous avez www.identitic.dz. Donc, ça mouline toujours, hein. Je n'ai pas encore reçu de réponse. C'est pour ça ici, il y a un blanc. Si je vais aller voir un petit peu au niveau de l'entête de la requête, donc je vais apercevoir les différents champs. Par exemple, il y a accept, texte HTML, il n'y a pas un facteur de préférence, ça veut dire il est égal à 1. Application XHTML, XHTML plus XML, préférence égale à 1 aussi. Et d'autres types de données. Les méthodes de compression d'encodage, plutôt le navigateur, c'est pas moi-même qui a défini ça, c'est gzip, des flats. Ça c'est un autre type. Je sais pas si je l'avais ajouté dans le tableau, mais ce n'est pas très grave. Les types de langage naturel acceptés, donc il y a toute une liste. Il y a ici quelque chose qui est très important, c'est le host. Là, il faut que le navigateur indique quel est le domaine name de la ressource que je suis en train de demander. Et ici, user agent, donc ça donne une description de ce que je suis en train d'utiliser comme navigateur. Par exemple, ici, il indique que c'est Mozilla, alors que je n'utilise pas moi Mozilla pour l'instant. J'ai installé Mozilla sur la machine, mais je l'utilise pas. Et il indique aussi qu'il y a Chrome, il y a Mobile et Safari. Moi, je crois que même le navigateur, des fois, pour ce champ-là, il met un petit peu n'importe quoi parce que je n'ai absolument pas de Safari ni de Mobile. Vous voyez que ça, c'est les différents en-tête de la requête. Par contre, je n'ai pas toujours reçu de réponse, tout simplement parce que soit j'ai une connexion Internet qui n'est pas du tout bonne, soit qu'il y a un problème au niveau du serveur de l'Identitic. Donc, je vais essayer d'utiliser une autre URL, par exemple Google Chrome, pour voir. Et donc, voilà, avec Google Chrome, il n'y a absolument pas de problème. Donc, le problème, il vient du serveur de l'Institut qui ne répond pas. Donc ici, par exemple, j'ai envoyé une requête get à google.com. Donc, vous voyez ici. Là, il me résume un petit peu. L'inspecteur ici, il me résume un petit peu toutes ces informations. Je vais essayer d'agrandir. Je ne sais pas si c'est possible. Non, vous n'aurez pas la possibilité de voir grand-chose. Je vais essayer de réduire ça encore. Voilà. Et d'agrandir peut-être un petit peu ça. Voilà. Donc là, il me résume un petit peu request URL vers qui elle a été envoyée cette requête. La méthode utilisée, c'est get, le status code, le code de la réponse retournée, remote address, ok, referee policy, ça c'est autre chose. Ce que je cherche moi, c'est là, voilà. Je cherche la requête brute. Où est-ce que je peux trouver la requête brute? Non, je ne cherche pas ça. Est-ce qu'on peut trouver cette information? Ça, c'est les champs de la réponse. Voilà. La requête, mais j'aimerais bien qu'elle soit affichée en mode brut. Java réponse, ok. Non, ça c'est idéal. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Je ne sais pas si... Bon, je vais essayer Firefox pour voir. Parce qu'avec Firefox, on pourra avoir la possibilité, en attendant qu'il démarre, on continue un petit peu là-dessus. Donc, vous voyez ici, la méthode c'est get, le path c'est toutes les ressources, mais c'est pas ça que je suis en train de chercher. Donc, voilà.
je reviens sur Mozilla parce que j'ai l'habitude plus d'utiliser Mozilla. J'ouvre là. Avec Mozilla, vous avez développement web, outils de développement. Je vais relancer la requête. Ensuite, je vais aller sur réseau parce que ce qui m'intéresse, je vais aller sur la première requête que j'ai envoyée et là j'ai le détail. Je vais aller sur requête, c'est pas ça. Où est-ce qu'il y a la requête brute? Voilà, texte brut. Voilà, c'est ce que je cherchais. Ça c'est la réponse. Et là, en tête de la requête, je vais mettre ça, texte brut, pour que vous puissiez voir. Regardez ici. J'ai la ligne de commande. Elle est composée de quoi? Je vais agrandir un petit peu que vous puissiez suivre avec moi. Donc, la ligne de commande, elle est là. J'ai get, ça c'est la méthode HTTP qui a été envoyée. Le slash, ça veut dire que là, en fait, le slash veut dire que je vais demander le document index.php qui se trouve directement dans le domaine name. Je n'ai pas mentionné un nom de fichier. J'ai mis que le slash. Ensuite, il y a la version du protocole HTTP, c'est la version 2. Et là, il y a le host. Dans le host, on va mettre le domain name de la ressource que je suis en train de demander. Moi, je suis en train de demander index.php ou bien la page par défaut de google.fr. Donc là, au niveau de host, le navigateur, il a mentionné www.google.fr. Ensuite, user agent. Il a mentionné correctement, contrairement à Google Chrome. Donc, c'est Mozilla avec toute la référence qui va avec. Et la même chose. Les différents champs, par exemple, accept language, accept encoding, connection et le reste. Nous allons maintenant voir ou jeter un coup d'œil sur la réponse qui nous a été envoyée par google.fr. Donc la réponse, ça c'est la ligne de statut. Donc il y a la version du protocole HTTP qui a été utilisée pour l'envoi de la réponse. Il y a le code de la réponse, c'est OK, et la description, c'est 200 et la description de ce code-là, c'est OK. Il y a date qui est obligatoire, qui est optionnel au niveau de la requête, puisqu'il n'apparaît absolument pas. Au niveau de la requête, il est présent, et ça indique la date et l'heure à laquelle ça a été envoyé la réponse. Et il y a d'autres informations, par exemple, content-length, ça c'est la taille de la réponse qui nous a été retournée. Là, ce que vous voyez, il nous a aussi envoyé deux cookies. Hein. Donc ça, c'est le premier et ça, c'est le deuxième. Bien sûr, chaque cookie a sa valeur, sa date d'expiration et d'autres informations. Là, c'est l'entête de la réponse. Ce n'est pas le corps de la réponse. Si vous voulez voir le corps de la réponse, il se trouve ici. Regardez. Le corps de la réponse ici, il est un petit peu interprété. Si je veux l'afficher en brut, regardez ce qu'il m'a envoyé Google. Il y a du HTML, il y a du JavaScript, il y a peut-être aussi du CSS. Hein. Bon, pour l'instant, c'est du charabia pour vous, mais on aura l'occasion de voir un petit peu tout ça. Maintenant, je vais faire une petite manip. Je vais y aller sur Google. Voilà, sur Google. Je vais par exemple taper quotidien. Quotidien de rang. Donc il va me donner une liste d'URL. Et là, je vais cliquer sur ce lien et nous allons voir la requête qui va être envoyée au serveur. En fait, quand je clique ici, le navigateur il va envoyer une méthode get pour demander le document web qui est disponible sur le domaine name le quotidien-or. Donc nous allons faire ça. Donc je reçois la réponse, OK. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'a été retourné.
Donc je remonte un petit peu en haut. Donc ça, par exemple, je m'intéresse pas à ce qui m'a été retourné dans le corps, hein. Donc c'est du script, JavaScript, de l'HTML, du CSS et autres. Je vais aller au niveau de l'entête, de la réponse, plutôt de la requête qui a été envoyée. Donc ça c'est la requête qui a été envoyée. Donc je vais mettre ça en brut, texte brut. Et normalement, si vous avez bien suivi la présentation ou la vidéo précédemment, donc vous allez comprendre pourquoi maintenant il y a l'entête l'effet qui a été rajouté par le navigateur. Le navigateur, quand j'ai cliqué sur le lien qui m'a été retourné par Google, donc il a rajouté le champ référé et il a indiqué où est-ce que moi j'ai trouvé le lien. Je l'ai trouvé sur google.fr. Donc normalement maintenant le serveur qui gère le domaine name le quotidien-en.com, s'il analyse un petit peu l'entête de ma requête, il va s'apercevoir qu'il y a le champ référé. Il va comprendre que moi j'ai trouvé son URL, l'URL, bien le domaine name, le quotidien-oran, bien l'URL de la page que j'ai demandé, je l'ai trouvé sur google.fr. Donc ça peut être exploité par les serveurs pour des analyses ou bien pour mesurer le trafic, d'où il vient, etc. Donc sinon, ce qu'on reçoit du serveur, c'est quelque chose de simple aussi. Donc je pense que je l'ai déjà décrit tout à l'heure. Donc la version du protocole. Là par exemple, le serveur, le quotidien-en, il n'utilise pas le protocole 2.0, mais il utilise 1.1. Donc il m'a retourné la réponse 200, le code 200, description c'est OK. Il m'a donné des informations sur le serveur que je suppose qu'ils sont complètement fausses. Ce champ-là, il est très important, il est obligatoire, c'est date. Donc le serveur doit m'indiquer à quelle date et à quelle heure il a envoyé cette réponse, en plus de d'autres en-têtes. Donc, si vous avez remarqué qu'il y a des en-têtes qu'on n'a pas présentées durant cette présentation, cette vidéo, donc vous avez la possibilité d'aller rechercher leur signification. Moi, je vous ai présenté uniquement l'essentiel pour bien comprendre le fonctionnement du protocole HTTP. Et normalement, je vous demande aussi de faire un petit peu cette manip pour s'habituer à utiliser l'outil de développement de Mozilla ou bien de Google Chrome, de voir un petit peu les différents en-têtes, les requêtes, etc. Si par exemple on fait un truc, si je demande par exemple oran-oran 12, ça n'existe pas. Donc nous allons voir qu'est-ce que ça va nous retourner. Ok, ça, d'accord, j'ai compris, je vais modifier, c'est pas ça que je voulais faire. Par exemple, je vais mettre ça à la fin, slash, reste par exemple. Donc regardez la réponse qui m'a été retournée. Donc ça, c'est l'entête de la réponse. Regardez, donc c'est le code 404 et la description not found. Ok, ça c'est juste pour attirer votre attention qu'on ne reçoit pas tout le temps 200, mais on reçoit un code qui correspond au résultat du traitement qui a été effectué au niveau serveur par rapport à la requête que vous avez envoyée. Donc je vous laisse le soin de revoir la vidéo, de laisser des commentaires, des questions si vous en avez. Soyez libre de voir d'autres vidéos, d'autres documents qui parlent du protocole HTTP. L'essentiel, c'est que si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les mentionner au niveau des commentaires.